Stable. Alors, bonsoir, chers amis. Je vous avais annoncé que sur la plateforme que j'ai créée, qui s'appelle donc la Côte d'Ivoire, parce que au-delà de tout, ce qui doit nous rassembler, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes en pleine crise du Covid-19. Et évidemment, cette crise a des aspects humanitaires, mais également des aspects économiques et financiers. Il est bon donc que vous et moi puissions donc nous adresser à un spécialiste des questions économiques et financières pour répondre à nos questions, parce que je reçois beaucoup de messages inbox où évidemment les uns et les autres s'inquiètent donc des effets, des répercussions de du Covid donc sur les ménages. Voilà. Est-ce que l'économie va s'effondrer? Est-ce que nous allons rentrer en récession? Voilà autant de questions qui perturbent les uns et les autres. Et donc, j'ai approché donc un économiste, Libi Guillaume, qui a été vice-président de Citibank, qui a été directeur général de la banque UBA Côte d'Ivoire, donc qui a travaillé dans de nombreuses institutions financières et bancaires, et donc qui aujourd'hui va se prêter à vos questions, répondre à vos questions. Voilà, je devais faire ce direct-là dans le groupe que j'ai créé, la Côte d'Ivoire, mais je me suis dit qu'il fallait faire profiter cet important Facebook Live là au plus grand nombre. Et donc c'est pour ça que finalement j'ai décidé de le faire sur ma page personnelle Jean Bonnet. Donc vous posez vos questions, je lui retranscris les questions et il répond à vos questions. Pour ceux qui veulent donc appeler en direct pour répondre aux questions, vous pouvez également appeler sur mon 07 31 32 82. Ceux qui appellent de l'étranger, donc sur WhatsApp, bien entendu, sur le WhatsApp 07 31 32 82, l'étranger 00 225 07 31 32 82. Voilà, donc on va commencer. Il y avait une série de questions qui avaient été déjà posées, et donc je vais lui poser ces questions-là et il va répondre. Voilà, c'est le top départ. Voilà. Bonjour, monsieur Libi Guillaume. Bonjour Jean, je suis très heureux d'être avec toi. Alors, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc, j'ai même mon portable. Alors, je vais récupérer ces questions-là et te les retranscrire pour que tu puisses y répondre. Alors, la première question est de M. Baudouin Yapo. Il dit, présentement, la Côte d'Ivoire ne figure pas parmi les pays qui bénéficieront d'un allègement de la dette. Qu'est-ce qui justifie cette absence? Est-ce en raison d'une performance économique soutenable ou parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas demandeur d'un privilège? Voilà la question qu'il pose. Je rappelle que, avant de commencer de répondre, initialement, il y avait 25 pays qui avaient été admis. Je crois que maintenant, il y a une quarantaine de pays. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire est dedans ou pas. Mais bref, voilà la question qui est posée. Ok. Merci beaucoup. Je suis très heureux, comme je disais tout à l'heure, d'être avec toi sur cette plateforme pour parler donc du Covid-19 et de ses répercussions économiques. Avant donc de répondre à cette question, je voudrais situer quand même le cadre pour dire que le Covid-19 a commencé comme une crise sanitaire, mais aujourd'hui, elle est en train de tendre vers une crise économique des plus graves. Certains la comparent aujourd'hui à la grande crise de 1929, ça peut dire. Donc, c'est un sujet d'importance. Et donc, je suis très heureux qu'on en parle pour que, effectivement, explorer les pistes de solutions, apaiser là où il faut apaiser et puis attirer l'attention là où également il faut attirer l'attention. Alors, pour répondre à la question de M. Yapo, il faut dire que l'annonce qui a été faite par le FMI n'est
début d'annonce, parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité les capacités budgétaires donc, des États à faire face et aux charges courantes et aux charges exceptionnelles donc, créées par donc, cette crise sanitaire. Et l'une des solutions, c'est de soit momentanément donc d'arrêter le paiement donc de la dette ou carrément annuler cette dette. Enfin, donc, disons qu'il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être élaborées. Et parmi donc ces solutions, le FMI a annoncé hier ou avant-hier qu'elle donnait à un certain nombre de pays, qu'elle mettait à disposition d'un certain nombre de pays un don qui leur permettrait de continuer de servir la dette. Servir la dette, c'est-à-dire que rembourser la dette. Et donc, à partir du moment donc, où ces pays reçoivent ces dons, elles ont donc des capacités budgétaires supplémentaires pour servir la dette et leurs propres ressources seraient donc utilisées désormais pour faire face donc à la crise pandémique causée par le Covid-19. Voilà, donc voici le contexte de cette annonce du FMI. Alors, pourquoi un certain nombre de pays? Évidemment, c'est une organisation financière internationale qui a ses propres critères de sélection et d'octroi de crédit. Alors, elle a sélectionné, elle a réparti les pays africains dans plusieurs catégories. Il y a les pays exportateurs de pétrole, les pays non exportateurs de pétrole, il y a les pays à revenus intermédiaires et les pays pauvres. Pauvres et très fragiles, voilà. Et donc, le critère retenu pour faire partie donc, des catégories de revenus intermédiaires et des pays pauvres, disons fragiles, c'est le PIB par tête. Alors, si vous avez un pays moins de 1175 $, alors vous êtes classé dans la catégorie des pays pauvres. Si vous avez un PIB par tête au-dessus donc des 1175 $, alors vous êtes classé dans la catégorie des pays intermédiaires, revenus intermédiaires. Alors donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un PIB par tête de l'ordre de 1600 $, 1700 $, ça dépend donc de l'évolution du cours du dollar. Mais globalement, le niveau du PIB par tête en Côte d'Ivoire est largement supérieur au montant qui a été défini comme la marge maximum pour les pays pauvres. Et donc, la Côte d'Ivoire, non ne faisant pas partie donc, de cette catégorie, elle ne pouvait donc pas bénéficier de ce guichet spécifique. Voilà. Il faut aussi dire que le FMI a plusieurs guichets, hein, donc beaucoup de mécanismes de financement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dans le contexte général, des aides, des moratoires, des annulations seront certainement octroyées, mais dans ce cas précis, les pays qui ont été sélectionnés, ce sont les pays les plus pauvres et les plus fragiles du monde qui vont bénéficier d'un don. C'est même un don. Voilà. Donc, voilà pourquoi la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie. Mais ceci dit, et également, comme je le disais tout à l'heure, le FMI aujourd'hui a disposé à une enveloppe immédiate de 11 milliards de $, qu'elle est prête donc à décaisser pour aider les pays africains. La Banque mondiale même a également disposé d'une enveloppe immédiate de 14 milliards de $, pour octroyer donc, ces sommes-là aux pays africains. Et donc, des possibilités pour aider la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui sont donc des pays à revenus intermédiaires existent. Et je pense que ce sera le cas sans doute très bientôt. Et tout à l'heure, vous avez mentionné donc le cas des 40 pays qui ont été sélectionnés hier, les 40 pays africains qui ont été sélectionnés et cette fois-ci, c'est les gouvernements. Là, ce n'est plus le FMI. Ce sont les États, donc les relations bilatérales, la coopération financière bilatérale. Donc, les pays du G20 ont décidé donc d'accorder un moratoire, c'est-à-dire qu'une période pendant laquelle les intérêts sont gelés. Les intérêts sur le service de la dette sont gelés. Donc, pendant cette période-là, il n'y a pas paiement d'intérêt. Donc, c'est un moyen également, donc, comme je disais tout à l'heure, d'augmenter les capacités budgétaires des États pour faire face donc, à la crise humanitaire à laquelle nous faisons face tous aujourd'hui. D'accord. Alors, la deuxième question, elle est de M. Baudouin.
Yapo également. J'entends de l'allègement de la dette, ces emprunts accumulés de l'État qui doivent être annulés. S'il est vrai que le FMI fera des dons, même aux États non concernés, pourquoi la Côte d'Ivoire, notre pays, ne doit pas avoir ses emprunts non remboursés, ses dettes annulées? Quelle est la particularité de notre pays? Je veux comprendre. Non, bon, comme je disais tout à l'heure, les organisations internationales sont disposées à aider les différents pays africains, même le monde entier, parce que si je vous donne l'enveloppe proposée par le FMI, c'est 1000 milliards de dollars. Vous voyez, ce sont des sommes énormes. Donc, c'est tous les pays du monde qui sont concernés. C'est une crise internationale et donc il faut une réponse internationale. Et il faut une réponse internationale. Alors, donc, tout l'arsenal institutionnel international est en branle pour aider les différents pays. Donc, comme je disais, cette annonce, il faut que ça soit très clair pour qu'il n'y ait pas trop de confusion. Cette annonce du FMI, c'est une première annonce et elle ne concerne que les pays les plus pauvres et qui sont habilités ou qui sont habilités à se faire financer sur un guichet spécifique du FMI. Mais il y a d'autres guichets sur lesquels les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays pourront également se faire aider. Et d'ailleurs, même le Sénégal a déjà bénéficié de la part du FMI d'une enveloppe de 442 millions de dollars. Donc, le tour de la Côte d'Ivoire viendra. La Côte d'Ivoire, c'est un pays pivot qui intéresse tout le monde. Et donc, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas bénéficiaire donc, de ces opérations internationales. Alors, question de M. Confort Anoche. Vers où diriger nos investissements présentement pour une rentabilité maximum après la crise Covid-19? Oh, c'est une question très large. Ben écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, dans nos pays, tout reste à faire. Voilà, tout reste à faire. Et donc, à partir du moment où tout reste à faire, je pense que tous les secteurs peuvent engendrer des bénéfices et peuvent être rentables pour les investisseurs. Comme vous mentionnez la question de la rentabilité avec la question du Covid, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez très bien qu'aujourd'hui, les consommateurs sont confinés, les entreprises sont à l'arrêt, et donc une activité aujourd'hui qui se démarque, c'est la livraison à domicile. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment le printemps des livreurs à domicile. Voilà. Donc, si vous voulez injecter de l'argent immédiatement, maintenant, pendant cette période, c'est une activité dans laquelle vous pourrez peut-être vous retrouver. Mais ceci dit, nos pays sont jeunes, tous les secteurs d'activité peuvent rapporter de l'argent, les nouvelles technologies, avec les changements d'habitudes de consommation, sont également donc des créneaux d'investissement. D'accord. Alors, question de M. Gérard Yao. Est-il possible, en l'état actuel des choses, de repenser notre économie? Deuxième question. Suite à cette crise sanitaire, faudra-t-il penser à un véritable plan Marshall pour la sous-région ouest-africaine? Oui, bon, avant même cette crise, il fallait repenser l'économie ivoirienne et même l'économie africaine. Vous savez, l'économie, on va dire, il y a tellement de choses qu'on peut citer. Et la théorie économique est tellement pleine d'idées, tellement de solutions ont été essayées sur X nombre d'années. Mais le vrai problème, ou les deux vrais problèmes de l'économie africaine sont simples. C'est le fort taux d'informel et la corruption. Si vous arrivez à régler ces deux problèmes, vous aurez résolu 80% des problèmes économiques africains. Pourquoi? Parce que vous voyez que, la preuve, nous sommes là dans une situation où nous avons des capacités budgétaires limitées. Pourquoi nous avons des capacités budgétaires limitées? Parce que vous avez 80% de votre économie qui est une économie informelle, ou 90% donc de la population active qui évolue dans le secteur informel. Donc, ils n'ont pas un revenu suffisant, non seulement pour se nourrir, mais à plusieurs raisons pour payer des impôts.
80% du tissu économique, donc les petites et moyennes entreprises, etc., ça qu'on n'arrive pas à retrouver ou bien qui changent d'adresse du jour au lendemain, c'est ça qui constitue donc 80% de... Et donc, vous ne pouvez pas collecter de l'impôt avec ça. Vous ne pouvez pas distribuer un revenu décent avec ce genre d'activité. Vous ne pouvez pas subvenir à l'éducation de vos enfants. Enfin, il y a tellement... vous ne pouvez même pas épargner avec ça. Or, vous ne pouvez pas consommer non plus. Donc, or, la consommation, l'épargne, l'investissement, c'est ça qui est le driver de l'économie. Et quand vous avez 80% ou 90% donc, de la population qui a ce type de revenus et donc qui ne peuvent ni consommer, ni épargner, ni investir, vous ne pouvez rien faire. Et donc, les États ne peuvent pas collecter des impôts pour avoir un budget suffisant pour s'occuper donc de tous ces problèmes. Ensuite, il y a la corruption qui gangrène carrément donc la collecte des impôts parce que bon, il y a des passe-droits, la dépense publique est sujette à caution, elle est même inefficace. Quand on fait donc le comparatif de l'efficacité donc des dépenses publiques en Afrique, l'Afrique est revient en dernière position. Donc, vous avez donc les deux aspects. Difficulté donc de collecter du revenu et mauvaise utilisation donc, du revenu collecté. Donc, si vous avez résolu ces deux problèmes, vous avez résolu 80% des problèmes africains. Donc, avant même la crise du Covid, il était nécessaire donc, de réformer l'économie. Et ça devient encore beaucoup plus urgent. Et quels sont les secteurs, je dirais, à réformer en priorité? Bon, je pense que dans un premier temps, il faut faire une démarche en deux temps. Il y a une démarche à court terme, hein, je dirais, et puis une démarche à long terme. Voilà. Donc, la démarche à court terme, aujourd'hui, c'est vraiment de moderniser le secteur informel, c'est-à-dire de liquider progressivement le secteur informel. Et puis, donc, combattre la corruption d'une manière ou d'une autre. Je ne crois pas trop aux méthodes de coercition sur la corruption, mais j'ai quelques idées là-dessus. Mais bon, si vous voulez, on en parlera dans un autre débat. Donc, ça, c'est la solution de court terme. Donc, lorsque vous aurez fini de faire ça, alors, ce qui fait bouger l'économie, c'est l'éducation. Voilà, ce sont les ressources humaines. Donc, si vous investissez suffisamment dans l'éducation pour que les enfants du pays aient accès aux meilleures informations possibles, aux meilleures aptitudes possibles, scientifiques, intellectuelles, littéraires possibles, alors vous aurez un pays qui va se développer très vite. On le voit avec le cas de la Corée du Sud, que beaucoup comparent chaque fois à nos États dans les années 60. Mais ces pays-là ont misé sur l'éducation et aujourd'hui, sans matières premières, sans pétrole, sans café, cacao, etc., ce sont des pays qui jouent dans la cour des grands aujourd'hui. Donc, il est possible de le faire. Donc, la deuxième étape, ce serait ça. D'accord. Alors, M. Charles Omer Sirélé pose la question suivante. Comment les pays de la zone CFA réussiront-ils à sortir de cette crise multisectorielle sans en rajouter à la même mise de la France sur leur destin? Le Nigeria et le Ghana ne perdent-ils pas une opportunité de devenir les vrais pionniers d'une Afrique nouvelle en n'adoptant pas le principe et la mise en circulation de l'éco maintenant? Donc, deux questions. OK. Alors, oui, la première question, donc, c'est la question du rapport avec la France et l'Europe. Voilà, du CFA. Et la deuxième question, c'est sur l'éco. C'est ça. Je reprends. Comment les pays de la zone CFA réussiront-ils à sortir de cette crise multisectorielle sans en rajouter à la même mise de la France sur leur destin? Okay. Voilà la première question. OK. Bon, sur ce point, je voudrais juste dire qu'effectivement, parce qu'il faut penser à la sortie de cette affaire Covid-10 et comment l'économie va se présenter par la suite, comment même la société elle-même. Voilà, qu'est-ce qui va... Ouais, moi, il y a cette crise-là, bon, peut-être que j'ai écrit mon livre Économie pour tous, j'ai peut-être écrit un peu tard, ou peut-être j'ai une idée que je n'ai peut-être pas développée, mais que je discute, enfin, que je développais souvent avec des amis. J'ai dit que les économies occidentales sont tombées en crise parce qu'elles ont privilégié la financiarisation de l'économie, si vous voulez. Voilà. Le capitalisme au départ était un capitalisme industriel. Ensuite, on est passé à un stade de capitalisme financier.
Or, le capitalisme financier, ce qui l'intéresse, c'est le bottom line. Donc, s'il peut produire le moins cher possible pour augmenter son bénéfice, il le fait. Donc, les délocalisations qui se sont opérées pour aller s'installer dans les zones où la main-d'œuvre était supposée moins chère. Voilà. Donc, c'est ça qui a alimenté l'économie sur les 40 dernières années. La mondialisation, la globalisation, ce n'est juste des mots pour dire que nous voulons produire, nous allons aller produire le moins cher possible pour augmenter notre chiffre d'affaires et pour avoir notre action à la bourse gagner de la valeur et pour que notre PDG ait un gros salaire avec des stock options. Voilà ce qui a... Donc, c'est ça qui a tué aujourd'hui l'économie occidentale parce que c'était une économie industrielle. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut penser désormais à la prochaine économie. Et la prochaine économie, cette crise vient de nous démontrer que la prochaine économie sera l'économie de la solidarité. C'est-à-dire qu'on a bien vu que un petit bled, quelque part, qui a des difficultés, va créer un problème pour un grand bled qui n'a pas de difficultés. Donc le riche sera forcément impacté un jour ou l'autre par le pauvre. On le voit aujourd'hui avec cette crise. Elle est mondiale. Elle traverse le temps, elle traverse les espaces. Voilà. Donc, la prochaine économie sera l'économie de la solidarité. Donc, dans cette économie, il sera vain de croire qu'on peut faire son bonheur sur... Et bien avant cette crise, les Européens, donc comme vous avez cité le cas de la France, croyaient pouvoir, disons, se protéger donc, de la pauvreté africaine en venant tenir des discours sur la natalité, vos femmes font trop d'enfants, etc., etc. Mais c'est un discours vain, vous n'allez jamais empêcher les gens de faire les enfants. Voilà. De même, les gens prennent la Méditerranée, d'autres meurent, d'autres réussissent, mais les gens iront toujours parce que ils estiment que là-bas est mieux. Donc, ils prendront tous les risques nécessaires. Donc, les discours sur la natalité, c'était des discours vains. Et aujourd'hui, on voit bien que, disons, la vacuité de tout ça. Et donc, si on sort de ça, c'est même de l'intérêt économique de ces Européens-là de faire en sorte que tout se passe bien chez nous ici. Parce que nous, on va faire nos enfants. S'ils continuent dans leur schéma, on continuera de faire nos enfants. On continuera de braver la Méditerranée et puis on va les envahir parce qu'ils ne font plus d'enfants. La population vieillit et rien ne peut l'arrêter. Donc, c'est un monde solidaire qui va se créer. Donc, ce qui va se passer, c'est les anciennes idéologies qui consistaient à faire pression sur les pays africains d'une manière ou d'une autre ne seront plus de mise. Donc, dans ces cas-là, il y aura une coopération, je pense, disons, décomplexée qui va se développer pour que tout le monde profite donc, des bienfaits du développement économique. Donc, dans ces conditions, je pense que les arrière-pensées, etc., ne seraient plus de mise. Maintenant, pour parler du CFA, parce que c'est ça qui était le prétexte à la question, moi, je dis toujours que la gestion du CFA dépend des Africains. Voilà, je le répète encore aujourd'hui. Nous avons les moyens de gérer notre monnaie. Si vous laissez, si vous ne prenez pas d'initiative, mais les gens ne prendront pas les initiatives à votre place. Je vais juste citer un chiffre, c'est-à-dire que parce que comme nous sommes dans un système de régime d'échange fixe, il y a un ratio qui est très important, c'est le ratio donc, des réserves d'échange sur la masse monétaire. Voilà. Parce que, c'est nécessaire, parce que les réserves d'échange servent à fluidifier le commerce international. Donc, il faut beaucoup de réserves d'échange. Et donc, on vous donne un taux. C'est-à-dire que si les réserves d'échange, si le ratio réserve d'échange sur masse monétaire est égal à 20%, ça veut dire que vous n'avez plus suffisamment de réserves d'échange. Et donc, il faut réduire donc votre masse monétaire pour que le taux augmente. Vous voyez? Or, les pays africains ont des taux de réserve d'échange sur une masse monétaire de plus de 40%, de plus de 50%, de plus de 60%. Et il ne faut pas de politique monétaire expansive. Mais ça, ce n'est pas la faute de la France.
c'est à nous de prendre des initiatives, d'essayer de se tromper, de corriger, de se tromper, de corriger. C'est comme ça, après on le voit aujourd'hui à cette crise de Covid. On essaie de hydrochloroquine, ça ne marche pas, on essaie de remdesivir ici. Mais c'est comme ça la vie. On essaye, on se trompe, on corrige, etc. Donc si nous acceptons de ne pas se tromper, et puis donc on est là confortable dans nos bureaux, ben voilà. Donc ce n'est même pas la faute de la France. Ça c'est vraiment un discours qui n'est pas sérieux, parce qu'il faut faire attention, comme je dis souvent, comme les Anglais disent, you have to pay attention to what you wish for because it might happen. Fais attention à ce que tu cherches, à ce que tu veux, parce que ça peut arriver. Si ça arrive, est-ce que tu pourras le gérer? Donc, les gens qui viennent tenir les discours, oui, bon, les Français qui bloquent notre monnaie, le jour où vous allez faire la monnaie, la monnaie, c'est pas, vous alignez pas dans la rue, et puis on distribue l'argent. Hein? Donc, celui qui fait croire ça, il raconte des contre-vérités. Donc, c'est pas vrai. Et donc, nous avons des capacités aujourd'hui de gérer notre monnaie, de gérer notre politique monétaire. Voilà, c'est ça qui est le thème le plus juste, de gérer notre politique monétaire. Parce qu'on a des possibilités, on a des réserves, il y a une construction de talents sur combien d'années. La Banque centrale, la BCEAO, elle existe depuis au moins 70 ans aujourd'hui. Hein? Elle a commencé sur l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. De même dans les autres pays. Donc, il y a un gisement d'expérience qu'on peut utiliser. Voilà, nous autres qui sommes dans le secteur financier, nous voyons également ces opérations. Donc, il y a vraiment une somme d'expérience qu'on peut utiliser. Donc, la question de la gestion monétaire revient aux pays africains, revient aux banques centrales. Il faut oser, il faut avoir des locaux. La question des locaux, bon, je pense que les Ghanéens et les Nigérians ont été très clairs. Ils veulent, ces deux pays-là veulent un écho originel, c'est-à-dire que l'écho qui avait été conçu par la déclaration, enfin qui avait été entériné par la déclaration d'Abidjan en juin 2019, qui disait il faut donc une monnaie qui fluctue, une monnaie avec une banque centrale de type fédéral, voilà, donc les caractéristiques principales, et non une monnaie arrimée à une autre monnaie. Voilà. Voilà, donc c'était cet écho-là qui avait reçu, disons, l'aval de tous les pays de la CEDEAO. Bon, la zone UEMOA a fait sa réforme, qui est pas mal non plus aussi, hein, mais qui ne correspond pas exactement aux caractéristiques de l'écho qui avait été accepté par les autres pays. Donc, évidemment, les autres pays ne vont pas accepter ce type d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on assiste à ces échanges de ping-pong entre donc, les pays anglophones et les pays francophones donc, de la CEDEAO. Y a-t-il des chances qu'en 2020, l'écho puisse voir les jours? Non, pas du tout. Aucune chance. Alors, non, aucune chance. Aucune chance. Parce que déjà même, je l'avais dit lors d'une conférence, il y a déjà le 6 mars dernier, que l'écho en circulation en juillet 2020 ne serait pas possible. Voilà, ce n'est pas possible et les raisons ont été déjà expliquées. Alors, maintenant, avec le Covid-19, les priorités sont ailleurs. D'accord. Alors, on a une question donc, de Nicole Miret-Didier. Pourrions-nous éviter une hausse du taux de chômage après cette crise? Sinon, vers quelle activité se tourner pour entreprendre? Je pense que ça répond un peu à une question. Alors, pourrions-nous éviter une hausse du taux de chômage? Est-ce qu'il y aura du chômage après cette crise? Bon, évidemment, je pense que ça, c'est le vrai débat. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité entiers qui sont totalement sinistrés. Voilà, donc, il faudra bien que lorsque on va ouvrir, lorsqu'elles vont commencer à fonctionner, ce sont des mois perdus. Sans chiffre d'affaires, il n'y a pas de salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de travailleurs. Donc, je pense que ça, c'est le vrai challenge. Le challenge aujourd'hui, c'est cela. Et on le voit dans les pays occidentaux aujourd'hui où on fait des statistiques presque tous les jours. La France a perdu près de 6 millions d'emplois. Les États-Unis, 16 millions d'emplois en quelques semaines. Donc, c'est le challenge. Mais il y a des dispositions qui sont prises dans ces pays-là pour revenir à un système économique qui marche. Voilà, parce que les économistes, vous savez, ils ont des thèmes très fleuris. Il y a ce qu'ils appellent la reprise en forme de U,
et la reprise en forme de L. Hein. Si vous voyez le U, ça dit qu'il y a une descente et puis, disons, un tassement, ensuite une remontée. Maintenant, en L, donc, il y a l'économie descend et il y a un tassement profond. Donc, et donc, ils prennent des mesures pour s'éviter une reprise en forme de L. C'est pour ça que vous voyez donc, les injections de liquidités qui sont faites dans les économies occidentales aujourd'hui. Les États-Unis, la Banque centrale des États-Unis a injecté près de 6 000 milliards de dollars dans l'économie. L'Union européenne, enfin la BCE, la Banque centrale européenne, est en train d'injecter au moins 1 000 milliards d'euros dans l'économie européenne. Et les États européens, au plan budgétaire, ont décidé d'injecter grosso modo 540 milliards d'euros dans les différentes économies. Donc, pour tenter d'amortir le choc, pour qu'il n'y ait pas de chômage. Donc, chez nous aussi, je crois que la BCEAO a pris des initiatives dans ce sens, à augmenter ses capacités de financement, donc de refinancement donc, des banques, pour qu'elles aient des dispositions pour avoir des liquidités pour continuer de faire des prêts aux entreprises lorsqu'elles vont sortir donc, de cette affaire. Le gouvernement a également annoncé un plan de relance post-Covid. Et donc, je crois qu'il y a des initiatives, mais c'est clair que la question du chômage, c'est la question prioritaire. Lorsque vous faites des opérations précises, peut-être vous pouvez avoir une sortie de crise en forme de U. Mais si vos plans ne sont pas suffisamment, disons, les boulons ne sont pas bien serrés, ben vous aurez des reprises en forme de L. Et en ce moment-là, le chômage, évidemment, va prendre. Et ça peut être dangereux parce que déjà, dans nos pays encore, au-delà de la question d'emploi, c'est la question de l'alimentation tout court. Voilà, qui risque de se poser. Parce que vous voyez bien que le commerce international aujourd'hui s'est arrêté presque. On a observé près de 30 à 40% d'arrêt du commerce international. Les chaînes de valeur, les chaînes de production sont arrêtées. Or, quand même, nous importons beaucoup de choses à manger en Côte d'Ivoire. Oui, nous importons beaucoup de choses. Ensuite, il y a la production nationale, avec les difficultés de déplacement, etc. Donc, la capacité de production locale aussi risque de baisser. Donc, les deux opérations combinées, difficulté d'importation d'alimentation, difficulté de production locale, ça va forcément entraîner un manque de production, un manque d'aliments. Et ça peut être... Donc, ce sont ces choses-là sur lesquelles il faut travailler. Et je pense que c'est peut-être pour cela que le gouvernement a sans doute parlé d'appui au secteur de la production maraîchère, etc. Mais ce sont des choses qu'il faut bien cadrer pour que la production soit toujours au niveau pour permettre aux citoyens d'avoir à manger. Il y a un ancien ministre français qui disait que la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est 5 repas. En Afrique, moi-même, je dirais c'est 1 repas. Donc, il faut faire attention. Il faut qu'on ait les capacités pour continuer de nourrir la population. Ok. Alors, Monsieur Philippe Taloubi Djipro, pouvons-nous à l'heure actuelle avoir une estimation nette des sommes engagées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin que, conformément à la bonne gouvernance, le citoyen lambda puisse avoir une notion de traçabilité de l'argent public? Oui, bon, là, c'est une question, je pense, qui est adressée aux autorités. C'est elles qui reçoivent les dons qui sont faits par la société civile, par les citoyens. Donc, ça a eu de trouver un mécanisme pour faire le point. Et donc, mais je remarque que dans certains pays, par exemple au Ghana, ils ont créé une administration spéciale pour ce type pour ces dons. Ils ont nommé une ancienne magistrate comme présidente de cette commission, donc qui gère cela. Donc, bon, ce sont des exemples qui sont corrects et donc qui devraient également nous inspirer. Mais bon, ça, c'est une question qui, je pense que concerne plutôt les autorités politiques du pays. D'accord. Alors, deuxième préoccupation de M. Djipro,
Au regard de la dangerosité de cette crise qui risque d'être apocalyptique pour notre jeune économie aux pieds frêles, quelle devrait être la priorité du gouvernement dans le cadre de la relance post-crise afin que ces effets négatifs soient facilement jugulés et rapidement? Ouais. Alors, Est-ce qu'on peut rapidement juguler les effets d'une telle crise? alors rapidement juguler cette crise, je pense que il faut que les gens comprennent que c'est une crise très profonde à laquelle nous sommes en train d'assister. Je crois même lui-même, il a dit, apocalyptique. Donc, dès lors que vous parlez d'apocalypse, vous parlez aussi vite que ça. Il faut voir comment se construit cette crise. Ouais. D'abord, la crise se construit à partir donc du démantèlement du commerce international. Voilà. Tout le monde fait du commerce. On fait le commerce par avion, par bateau, on échange des produits, etc. Il y a des comme on le disait tout à l'heure, la chaîne de production déplacée en Asie, etc., etc. Tout ça, c'est fermé. Ouais. Et la conséquence de ça, c'est que nos pays qui commercent, qui vendent des matières premières, etc., pour alimenter ces usines qui sont fermées, donc n'ont plus accès à ces marchés-là. Donc, baisse des revenus des différents pays africains exportateurs de matières premières. Donc ça, ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez, par exemple, les pays qui exportent le pétrole. Le pétrole a perdu, le baril a perdu près de 50% de sa valeur. Donc imaginez les pertes de revenus des pays comme le Nigeria, le Gabon, l'Angola, etc. La Côte d'Ivoire aussi, puisque les usines de chocolat, etc., tout ça, ça fonctionne au ralenti. Donc, nous perdons beaucoup d'argent. Donc, premièrement. Deuxièmement, les flux financiers. En temps normal, vous avez des investisseurs qui arrivent, qui sont dans les... qui investissent, qui sont dans les hôtels, etc., etc. Vous avez nos parents qui sont à l'étranger, qui envoient de l'argent, etc. Mais tous ces gens-là, ils sont chez eux confinés. Et donc, les hôtels, ben, évidemment, fermés. Donc, les projets qui étaient peut-être en cours sont sans doute arrêtés. Et les parents qui ont envoyé de l'argent depuis les États-Unis, la France, etc., eux-mêmes, ils sont confinés. Et d'ailleurs, ils sont généralement en situation de travail précaire. Et donc, ils ont des difficultés. Donc, vous avez cela. Ensuite, il y a la question de la santé elle-même. Aujourd'hui, on parle de près de 2 millions de personnes atteintes dans le monde, avec près de 150 000 morts. Donc, ce n'est pas du jeu, il faut se soigner. Ensuite, à cause de ça, beaucoup de secteurs d'activité sont fermés aujourd'hui. Donc, c'est une crise profonde. Et donc, on ne peut pas en sortir, comme dirait l'autre, comme si on sortait d'un cas. Non, non, il faut faire très attention. On ne va pas en sortir aussi facilement. Mais, et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait des dispositions qu'il faut prendre. Il faut prendre des dispositions sérieuses pour cibler les secteurs qui sont atteints, pour que le chômage soit endigué, pour qu'on ait une reprise qui corresponde, avec une courbe qui corresponde à la descente de l'économie. Vous voyez, au lieu du PIB, la France, on perd 6% de PIB. Oui, vous imaginez, à 6%. Tous ces pays-là vont entrer en récession. Les taux de croissance de ces pays ont été revus totalement à la baisse. Il y en a qui vont avoir des taux de croissance négatifs. Tous les pays, toute l'Europe va avoir des taux de croissance négatifs. L'Amérique aussi, si la crise continue. Donc, il faut se préparer à des lendemains difficiles, mais des lendemains sur lesquels on peut aussi bâtir une nouvelle espérance. C'est l'occasion, justement, qui est donnée aux Africains de faire monter leur génie, de créer des situations, de créer des solutions. Aujourd'hui, on peut trouver nous, comme je dit, notre faiblesse principale, c'est l'informel. Alors, si nous sommes sérieux, si nous voulons faire répartir notre économie, on peut s'attaquer aujourd'hui à ce secteur informel, lui donner les moyens
de se développer. Pourquoi ne pas faire des artisans d'aujourd'hui, des forgerons d'aujourd'hui, des maçons d'aujourd'hui, les tycoons de demain? Toutes les économies ont commencé, toutes les grandes entreprises ont commencé comme ça. Microsoft, il a commencé dans un garage, il n'a pas commencé avec tous les logiciels dont on dispose aujourd'hui. Voilà, donc on a le potentiel, maintenant c'est à nous de l'exploiter. D'accord. Alors, Monsieur Boubacar Bamba, quel est le risque pour les fonctionnaires de ne pas être payés si la crise perdure? Y a-t-il un risque? Bon, les fonctionnaires sont employés de l'État et l'État va ajuster son budget certainement pour continuer de payer ses fonctionnaires. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un risque pour que les fonctionnaires soient. Mais bien évidemment, il faut que l'État continue. C'est pour ça qu'il faut que l'activité reprenne et il faut aider l'activité à se reprendre avec les mesures idoines, de sorte à ce que, bon, on puisse, les entreprises puissent recommencer à payer l'impôt, etc., pour que l'État puisse collecter du revenu pour faire face à ces charges. Voilà, mais bon, il n'y a rien de définitif dans la vie. Mais je pense que dans un premier temps, l'État va ajuster donc ses dépenses. Il y a peut-être d'autres qu'on va abandonner pour pouvoir payer les salaires des fonctionnaires. Peut-être réduire son train de vie. Voilà, peut-être réduire le train de vie. Enfin, toute une série de mesures qu'on peut... Mais c'est une, comme dirait l'autre, c'est une dépense incompressible. D'accord. Alors, question de coué innocent. J'avoue que moi, je n'ai pas très bien compris. Quelle serait la propriété de l'économie en ces temps de crise 19 au niveau de notre pays? Quelle serait la propriété de l'économie? Okay. Est-ce que notre économie va rester aux mains des locaux? Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire. Ou bien est-ce que il va y avoir plus d'investissements étrangers pour s'approprier de notre économie? Oh, bon, disons que, évidemment, il faut une part importante disons, des nationaux dans une économie. Ça, c'est une donnée, je dirais, presque élémentaire. Voilà. Tout en négligeant pas l'apport des investissements étrangers. Parce que, malheureusement, en Afrique, parce qu'on revient à la même question, la question de l'étroitesse de nos économies. Parce que nous avons des économies qui sont basées sur l'informel. Donc, notre capacité d'épargne est faible. Donc, si ta capacité d'épargne est faible, l'épargne étant égale à l'investissement, vous avez du mal à investir. Et donc, la portion des nationaux sera faible. C'est pour ça qu'on fait appel à l'investisseur étranger. Parce qu'il y a du capital partout dans le monde qui a besoin d'être investi quelque part. Donc, vous pouvez, parallèlement au mécanisme d'investissement direct étranger, vous pouvez développer également une capacité locale. Je pense que, et ça, il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui. Vous pouvez faire un fonds souverain, vous pouvez créer un fonds souverain qui peut investir avec les entrepreneurs locaux pour les aider à arriver à un certain niveau. Voilà, vous pouvez privilégier des entrepreneurs locaux dans l'attribution donc des contrats publics, etc. Donc, il y a des mécanismes qui existent à sortir un entrepreneuriat local. Mais il faut quand même voir les conditions dans lesquelles donc nous sommes. C'est-à-dire que notre capacité d'épargne est très faible, 20%, alors que peut-être dans les pays asiatiques, on parle de 40-50% de capacité de tout l'épargne. Donc, à partir de là, il ne faut pas négliger. Mais même dans ces pays où il y a ce taux d'épargne très important, il y a beaucoup d'investissements étrangers. On en a parlé tout à l'heure en parlant de délocalisation. C'est la délocalisation donc, des entités industrielles européennes qui a fait la force de ces pays-là. Donc, évidemment, ces pays-là en ont profité. Donc, nous aussi, on peut profiter donc, des investissements directs étrangers, mais effectivement, il ne faut pas négliger. Mais il faut en faire même une stratégie de, disons, de création d'un pool d'investisseurs nationaux, d'entrepreneurs nationaux. Certains pays comme le Nigeria l'ont réussi. Enfin, en tout cas, sont en voie de le réussir parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes entreprises nationales qui sortent maintenant du Nigeria. Le Maroc, tout près de nous, également,
en train de le réussir. Ils combinent à la fois l'investissement direct étranger et l'investissement donc des nationaux. Et eux-mêmes, ils deviennent maintenant des investisseurs directs étrangers en dehors du Maroc. Donc, c'est une stratégie qu'il faut effectivement suivre. Alors, question de Monsieur l'adorable Momo. La politique économique libérale à outrance n'est-elle pas un frein à la dépendance économique et financière de notre nation? Cette réflexion vient d'un constat. Quand on sait que nos investisseurs ivoiriens ont des petits moyens, ils ne pourront jamais faire face à la concurrence des investisseurs étrangers. Je me dis qu'ils ont besoin d'être protégés. Protectionnisme en quelque sorte. Voilà. Ok. Oui, bon, c'est un peu de ça que je viens de parler, c'est-à-dire que l'État, de manière délibérée, doit décider de créer un pool d'entrepreneurs, voilà, pour conduire l'économie nationale. Donc, c'est une stratégie fondamentale. Voilà. Et donc, mais ça n'a rien à voir le libéralisme ou le socialisme ou le capitalisme ou le marxisme. Ça a à voir avec la volonté de créer des emplois, de créer des manières, parce que, bon, c'est peut-être pas le cas, mais on sait très bien, dans nos pays aujourd'hui, en Afrique, on a des PIB qui sont en croissance, mais avec la pauvreté. Pourquoi? Parce que ce PIB est construit par les investissements directs étrangers. Voilà. Et donc, le PIB n'est rien d'autre qu'un revenu. Et donc, le revenu, c'est celui qui le produit, qui prend la grande majorité. Voilà. Et donc, c'est nécessaire d'avoir un pool d'investisseurs nationaux parce que, justement, eux, lorsque le revenu les réinvestiraient, ils le consommeraient dans le pays. Tandis que lorsque le revenu est distribué à un investisseur étranger, bien naturellement, il va rémunérer ses mandats. Voilà, ces actionnaires qui sont peut-être à Singapour ou à Hong Kong, etc. Donc, tout en négligeant pas ce point, parce que ça nous permet de créer des emplois aussi. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de la structure non économique, c'est 80% informel, mais les 20% là, ce sont des multinationales. Ouais, et donc, ils offrent des emplois qui permettent aux cadres d'avoir des emplois, etc. Et donc, à l'État aussi d'avoir du revenu sous forme d'impôts, etc. Donc, c'est une stratégie à deux vitesses qu'il faut mener. D'accord. Alors, M. Germain Kassi, quelle activité secondaire peut exercer un entrepreneur durant cette période de confinement? Bon, je n'ai pas très bien saisi la question, mais je pense que si vous êtes un entrepreneur, l'idéal, c'est de réfléchir à créer plus d'opportunités pour votre entreprise. Voilà, donc, parce que, bon, on sortira bien de cette affaire. Aujourd'hui, les différents États proposent des solutions pour les entrepreneurs. Donc, voyez si vous êtes éligible à ces solutions-là pour faire fructifier votre entreprise. Alors, les questions directement posées sous le poste. Monsieur Bamba, à votre avis, sur quelle monnaie l'ECO devrait s'appuyer? Alors, l'ECO qui a été adopté par les 15 pays de la CEDEAO parle d'une monnaie avec un taux d'échange flexible qui s'appuierait sur un panier de monnaies de réserve. Voilà, voici la caractéristique de l'ECO qui a été. Et ça fait du sens. Parce que vous avez des pays de l'UEMOA, donc nous autres, la BCAO et compagnie, dont le principal partenaire commercial est l'Europe. Voilà, donc nous achetons près de 40% de ce que nous avons besoin. Et donc nous facturons et nous encaissons en euros. Nous payons également en euros. Des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Guinée, etc., ont des partenaires variés. Ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Inde, ça peut être la Chine, etc. Et donc, à partir du moment où ces pays ne commercent pas principalement avec l'euro, ces pays n'ont aucun intérêt dans une coopération dont le cheval, enfin la tête de fil ou la monnaie de réserve serait l'euro, par exemple. Ces pays-là commercent plutôt en dollars, plutôt en yens, plutôt en yuan.
Et donc, c'est pour ça qu'on dit, bon, comme on est tous un peu différents, on met toutes nos réserves que nous allons dans les pays de l'UEMOA qui vont acquérir donc de l'euro, le Ghana, Nigeria qui vont acquérir donc du dollar ou du yuan, on met tout ça ensemble. Et c'est ça maintenant, c'est la moyenne, disons, la moyenne pondérée de ces monnaies de réserve là qui vont nous servir donc de taux d'échange. D'accord. Alors, une autre question. Alors, y a-t-il une question? Comment avoir des enseignements de qualité si l'école est toujours gratuite? La gratuité de l'école ne met pas en cause la qualité de l'école. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que l'école gratuite. Peut-on avoir une école de qualité si elle est gratuite? Bon, enfin, rien n'est gratuit. Il faut rien n'est gratuit. Quelqu'un paye. Voilà. Donc, et c'est celui qui paye qui décide de la qualité de son produit. Donc, si vous voulez parler de l'État qui construirait des écoles, bon, si l'État décide de mettre les moyens qu'il faut pour construire, gérer, administrer, entretenir des écoles, bon, pourquoi pas. Voilà, donc, il n'y a rien qui est gratuit. Et pour que l'État puisse le faire, il faut bien collecter les impôts. Non. Okay. Et donc, il n'y a rien qui est gratuit, cher ami. D'accord. Bon, ben, il est 20h10. Ah ouais, c'est ça. Pas oublier le coup-feu. Oui, donc tu vas remercier les autres. Ok. Alors, vraiment, d'abord, je voudrais te remercier. Premièrement, parce que pour tout ce que tu fais au niveau de l'information, d'éducation que tu t'es donné toi-même, mais ça demande donc ton amour pour ton pays et tes concitoyens. Ensuite, de m'avoir permis également de discuter avec donc, ces internautes-là. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est l'information. Et ce qui nous tue en Afrique, c'est le manque d'information. Voilà. Les Blancs, ils avancent parce qu'ils lisent et ils écrivent. Voilà. D'autres écrivent, d'autres lisent. Voilà. Mais nous, bon, on s'informe avec la rumeur, on s'informe avec les demi-vérités. Et c'est ça qui fait souvent, c'est sur ces demi-vérités que nous appuyons pour prendre nos décisions. Et bien évidemment, quand c'est comme ça, vous vous exposez à toutes sortes d'abus pour vous-même et votre entourage et même votre pays. Donc, c'est bon de créer l'information. Personne ne détient la vérité. Chacun a une parcelle d'information. Moi, j'ai une parcelle d'information que j'ai partagée avec tous ses amis ce soir. Donc, merci encore et j'espère que ça aura été utile. Alors, le livre Économie pour tous, il est disponible et comment se le procurer? Ah oui, il est disponible. Bon, évidemment, comme tout est fermé là maintenant. Sinon, j'en ai avec moi. J'ai des exemplaires avec moi. Il y a un numéro de téléphone pour... Oui, vous pouvez m'appeler sur mon téléphone 07 19 114 19. Okay. 07 19 114 19. Sinon, les éditions Harmattan distribuent le livre. La librairie Siloué Carrefour à Cocody distribue également le livre. Et dans d'autres librairies, je crois à Yamsokro, à Boaké. Il est sur Amazon? Il est sur Amazon également. Okay. Il est sur Amazon et sur le site internet donc, des éditions Harmattan. Donc, il y a multiplicité donc, de moyens hein, d'acquérir le livre. D'accord. Merci. Alors, chers amis, on a fini. Donc, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça a été instructif pour vous. C'est vrai qu'on bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il est important de se former. Il est important d'aller à la connaissance. Beaucoup d'Africains se laissent impressionner par des thèmes PIB, taux de croissance et tout ça, parce que justement, ils ne font pas l'effort d'aller à la source de la connaissance pour comprendre de quoi il s'agit. Si la plupart des Africains, la plupart de nos concitoyens se familiarisaient avec les concepts économiques, il est clair qu'ils seraient beaucoup plus exigeants envers leurs gouvernants.
Or, comme les gouvernants savent que la masse n'a pas l'information, alors la masse peut les manipuler, enfin les gouvernants peuvent manipuler la masse à leur guise. Donc, je vous exhorte à lire ce livre-là, Économie pour tous. C'est vraiment un livre qui est accessible. Voilà. Que vous soyez en première année d'économie, en première année de droit ou de médecine, il faut lire ce livre-là. Il est vraiment accessible parce qu'après avoir lu ça, ben, vous aurez les bases, les prérequis pour comprendre un certain nombre de phénomènes. En tout cas, je vous remercie et la prochaine fois, on enverra également devant vous un interlocuteur de haut niveau, de grande qualité, pour vous édifier sur un autre sujet. En attendant, je vous remercie et il est l'heure pour moi donc de rentrer chez moi. J'ai pas envie de courir pour le coup-feu. Allez, bye.